Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Django. Le sujet d'aujourd'hui est une réponse à un commentaire de Drex qui me disait qu'il adorait mes vidéos, donc déjà un grand merci à Drex. Et il me demandait aussi si je pouvais faire un petit cours sur comment générer des swaggers. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. D'ailleurs, vous avez été nombreux à m'envoyer des suggestions pour les prochaines vidéos, comme par exemple Feti, Boris, Nat, David et Jérémux. Déjà, merci à vous. Je ne vous ai pas oublié, j'ai rajouté tous ces thèmes à ma liste. Et dans les prochaines semaines, prochains mois, je vais essayer de faire une vidéo consacrée à chacun de ces thèmes. En tout cas, merci beaucoup. Et pour tous les autres, si comme nous, vous êtes passionnés de développement, abonnez-vous à la chaîne car il y aura plein d'autres vidéos dans les semaines et mois à venir. Et comme d'habitude, si vous avez des sujets que vous aimeriez que je traite, laissez-les moi en commentaire et les sujets qui reviendront le plus souvent, je vais les traiter en priorité. Bon, passons maintenant au sujet de la vidéo. Déjà, avant de regarder comment créer une documentation Swagger pour notre projet, j'aimerais qu'on se pose la question de qu'est-ce que c'est qu'un Swagger, parce que peut-être que certains d'entre vous ne savent pas encore ce que c'est. Donc, un Swagger, comme vous pouvez le voir sur la page swagger.io, est en fait une spécification, une manière de documenter nos API REST qui est standardisée et qui pourra être utilisée à travers différents outils, déjà afin d'avoir une documentation propre que l'on peut fournir à nos clients ou à nos collègues de travail. Et en plus de cela, Swagger vient avec plein d'outils qui vous permettent de visualiser vos API et aussi, dans certains cas, de créer des clients pour vos API de manière automatisée. Afin que vous ayez une idée un peu plus précise, voici à quoi pourrait ressembler une documentation Swagger. À gauche, vous voyez le contenu d'un fichier Swagger. Donc là, on commence par la définition de quel est le standard qu'on est en train d'utiliser. Donc OpenAPI 3.0.1, qui est la spécification 3.0.1 de Swagger. Ensuite, quelques informations concernant notre API, donc le titre, la description, l'URL des serveurs sur lesquels on peut taper, et puis ici, la spécification à proprement parler de nos API. Donc là, par exemple, nous avons une ressource account/details, donc je suppose que c'est les détails d'un compte, avec sa description, l'indication qu'il nous faut une autorisation à travers un access token dans un header, et puis les différents cas de réponse que nous pouvons rencontrer, donc par exemple la réponse 200, donc OK, avec à nouveau une description, et la définition des objets qui nous seront retournés. On a la même chose bien entendu pour le reste des API démontrés ici. Là, on a un post. À nouveau, il nous faut un header d'autorisation avec un access token. Et puis là, on définit un request body et on indique les paramètres qui doivent être renseignés dans ce post. Donc ici, par exemple, on doit renseigner un objet avec le type filling order qu'on peut retrouver également dans le Swagger. Donc là, je vais faire une petite recherche. Le voici, donc filling order, qui est du type objet et qui a plusieurs propriétés, country ISO, product key, company name et order reference, toutes du type string. Là, on vient d'avoir un rapide coup d'œil au fichier, mais ce qui est super avec Swagger, c'est que, comme je le disais avant, il vient avec une multitude d'outils, dont une interface graphique que vous pouvez voir à la droite, qui va interpréter ces fichiers Swagger et les afficher d'une manière intuitive afin qu'on puisse tester et jouer avec les API sans pour autant devoir écrire du code. Donc là, par exemple, si j'ouvre ce post, on peut appuyer sur Try it out. Là, il nous faudrait un access token qu'on n'a pas, mais vous voyez le principe. On n'aurait qu'à insérer le token dans ce champ. Et ici, dans le body, on n'a qu'à adapter les paramètres, on appuie sur Execute et on devrait voir immédiatement le résultat de la requête. Comme vous le voyez, en plus du résultat, vous avez aussi ici très bien illustré toutes les réponses possibles que vous pouvez recevoir. Donc ici, ils n'ont considéré que le code 200, mais bien entendu, si vous avez implémenté des erreurs, une 404, une 400 ou autre, vous pouvez également la documenter et elle apparaîtra proprement ici, afin que les développeurs qui vont utiliser votre API puissent savoir à quoi s'attendre. Maintenant qu'on sait à quoi ressemble un Swagger et à quoi ressemble Swagger UI, voyons comment pouvoir intégrer ça à notre projet Django. Pour cela, on ouvre comme d'habitude notre projet To-Do, et pour tous ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à regarder ma playlist Django du début à la fin, comme ça vous pourrez rattraper un peu tout le code qu'on a écrit ensemble. Et si vous n'avez pas le temps ou pas envie de voir la playlist, pas de souci, vous pourrez appliquer tout ce qu'on va voir à partir de maintenant dans vos projets de manière très simple. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va installer la librairie qui s'appelle DRF-YASG. Donc YASG qui veut dire Yet Another Swagger Generator. Et pour cela, comme indiqué dans la documentation, il suffit de faire un pip install de DRF-YASG. De notre côté, on va l'ajouter à notre fichier requirements.txt et dans le terminal, on va faire un pip install-r requirements.txt. Ensuite, comme indiqué sur la page de la librairie, il faut rajouter les deux applications suivantes à notre fichier settings.py, donc django.country.staticfiles que nous avons déjà dans notre projet, et drf_yasg. Ajoutons-le à notre fichier. On sauvegarde. Et maintenant, on peut commencer. Donc là, à nouveau, je suis sur la documentation. Vous voyez comment générer un Swagger de base.
Donc là, je vais le copier, puis on explique les choses en détail. Cette première partie de l'exemple, on va la copier dans notre fichier urls.py principal. Donc on peut le faire juste avant les routeurs. On copie tout ça là. Maintenant, il faut qu'on importe getSchemaView. On va l'importer de drf yasg.views. On doit aussi importer OpenAPI de drf_yasg. Et on va importer les permissions de REST Framework. Là, avant de continuer, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va générer une vue avec les informations OpenAPI suivantes. Le titre de notre API, appelons-le todo API, la version V1, une description, par exemple, this API is used to manage to-dos. Terms of service, donc là, c'est si jamais vous avez des conditions d'utilisation, vous pouvez mettre une URL vers vos conditions. Moi, je vais l'effacer. Ensuite, le contact. Donc là, vous mettez votre adresse email, par exemple contact@simpletech.com. Cette adresse n'existe pas pour information. Ensuite, la licence. Donc ici, vous pouvez indiquer sous quelle licence votre code est publié. Donc là, je vais le laisser BSD license pour vous montrer. Puis, on a ce paramètre public égale à true. Donc public égale true veut dire que même si un utilisateur n'est pas autorisé à accéder à l'API en question, il pourra l'avoir dans notre Swagger. On peut aussi le passer à false et du coup, les API qui seront affichées à notre utilisateur correspondront à ses droits. Ensuite, nous avons permission classes. Donc ici, on va définir qui aura le droit d'accéder à ce Swagger. Et là, on va simplement dire permissions allow any. Donc tout le monde peut voir le Swagger. Ok, maintenant, il y a quelques URL qu'on doit rajouter à notre URL patterns. Copions-les aussi. Copy, paste. Attention au tab. On importe URL de djangoconf.url. Et voilà, donc la librairie qu'on vient d'importer supporte deux formats pour afficher les Swagger. Le format Swagger UI classique qu'on vient de voir juste avant et le format RedDoc. Je vais vous montrer les deux dans quelques instants. Là, notre serveur, il tourne déjà, donc on peut ouvrir l'URL et voir à quoi ça ressemble. Maintenant, si on navigue à localhost 8000/Swagger, on voit déjà énormément de choses. Je vais vous mettre Django et la page en parallèle. Attendez, ça à droite, Django à gauche. Et là, vous voyez, le titre qu'on a défini apparaît bien en tant que titre sur la page. On a la version de l'API. Nous avons la petite description qu'on a marquée, mais on aurait pu faire une meilleure description de notre API qui est juste ici. On peut contacter le développeur, donc là, ça va nous envoyer un email à l'adresse qu'on a définie. La licence. Ici, on peut faire un login avec Django pour pouvoir tester les API. On peut également faire les appels API en envoyant un header Basic Authorization en se loguant ici. Spoiler alert, on va y revenir plus tard, mais le bouton Django Login avec notre configuration ne marche pas. Ensuite, vous voyez les API publiées par la librairie DJ REST Out que nous utilisons et qui sont très bien documentées. Puis, toutes les API que nous avons créées pour notre projet. Donc les API To-Do, To-Do List et Me. Avant de continuer, je veux vous montrer ce qui va se passer si on va changer le paramètre public de getSchemaView de true à false. Donc on le change, on fait un refresh de la page, et là, vous voyez encore les API DJ REST Out parce qu'elles sont publiques, mais les autres API, celles qui peuvent que être utilisées à partir du moment que vous êtes authentifié, ne sont plus visibles. Et bien maintenant, essayons de nous loguer afin de voir le reste des API. Premier réflexe, appuyons sur Django Login. Ah ben c'est dommage, ça ne marche pas. En fait, Swagger UI va nous rediriger vers l'URL /account/login qui n'existe pas dans notre cas. Donc nous, si on veut se loguer, il faut qu'on aille à l'URL admin/login et pour faire un logout, on doit se rediriger vers l'URL admin/logout. Pas de souci, on peut le configurer dans nos settings. Donc on va dans nos settings, on descend tout en bas et là, on va ajouter une propriété qui s'appelle swagger_settings et qui va être égale à un dictionnaire. Et là, on va avoir deux paramètres. Le paramètre login URL auquel on va assigner la valeur /admin/login et une fois le paramètre logout_URL et là, on va dire /admin/logout. On sauvegarde tout ça, on retourne à notre Swagger, on clique sur Django Login et là, on peut se loguer, SimpleTech, mon mot de passe. Et vous voyez maintenant toutes les API auxquelles j'ai le droit d'accéder avec mon user. Il faut quand même faire une petite remarque. Donc là, j'ai dû me loguer pour voir les API. En revanche, si on n'avait pas utilisé le login via Django, mais qu'on aurait préféré utiliser la Basic Authentication, eh ben, on n'aurait pas pu l'envoyer à toutes les API qu'on ne voit pas. Ce qui veut dire que si on désactive le login via Django,
et qu'on veut uniquement utiliser la basic out, eh bien, il faudra rendre toutes nos API visibles, donc public est égal à true, afin que nos utilisateurs puissent utiliser la basic out au lieu du Django login. Maintenant pour le reste, je ne vais pas vous remontrer toutes les documentations de DJ REST out parce qu'elles sont très semblables à ce qu'on a vu avant. En revanche, ce que j'aimerais voir avec vous, c'est comment documenter nos API. Parce que comme vous le voyez, par exemple ici notre /me, on peut faire un try it out. Donc si j'appuie sur try et execute, je vois bien le résultat de l'appel à l'API. En revanche, le code 200 n'est pas documenté et on n'explique pas ce que cette méthode fait. Donc, attaquons-nous à ça. Et pour ça, on va ouvrir notre fichier views.py de notre app user_management. Comme cette vidéo est déjà assez longue, je vais couper la partie où je tape le code et je vais juste vous montrer le résultat et vous l'expliquer. Là, on a notre viewset avec notre méthode list. Et pour la documenter, on va simplement faire déjà un import de swagger underscore auto underscore schema qu'on importe de drf underscore yasg.utils. Puis là, on utilise deux paramètres. Le premier étant operation underscore description qui va être la description de notre méthode. Là, j'ai tapé this method returns the user object that corresponds to the current user. Et puis on va dire quelles sont les réponses possibles de cette méthode. Donc là, on a un code 200 qui peut être tourné et on va dire qu'est-ce qui va être retourné. Donc, ce sera un objet représenté par ce user serializer. Maintenant, si on retourne dans notre browser et qu'on fait un refresh, on ouvre à nouveau la méthode getMe, nous voyons notre description et nous voyons ce que le code 200 va retourner comme réponse. Donc là, c'est un objet du type user avec les différents champs que nous avons définis dans le serializer. Maintenant, imaginons qu'il y avait un autre code, par exemple un 404, qu'on retourne, et bien pas de souci, on retourne dans notre code Python. Ici, on ferait simplement virgule et on rajouterait une ligne avec 400. Qu'est-ce qu'on retourne? On retourne juste un texte, bad request. On rafraîchit la page et là, vous voyez, j'ai aussi le code 400 qui a été ajouté avec bad request. Nous, on n'en a pas besoin, donc je vais le réeffacer. Là, on a vu un viewset simple avec un get qui n'a pas besoin de paramètres. En revanche, je vous ne l'avais pas montré avant, mais si vous avez un modèle viewset comme on l'a pour le cas des to-do, eh bien, une partie de la documentation a déjà été générée. Donc par exemple là, si je prends le post, on voit qu'il y a des paramètres qui doivent être passés et le paramètre en question, c'est un to-do avec une due date, un titre, une indication si le to-do est completed ou pas, si c'est un favorite ou pas, et une to-do list à laquelle ce to-do est rattaché. On voit aussi la réponse qu'on va obtenir si jamais le to-do est créé proprement. Maintenant, on pourrait aller plus loin. Je pourrais me mettre à documenter chacun de ces paramètres individuellement. Même chose pour les get où on a des query parameters. On pourrait les documenter un à un. Mais cette vidéo est déjà très longue, donc je vous conseille d'aller voir la documentation. C'est très simple, ça se base toujours sur des annotations. Je pense que si vous avez réussi à suivre la vidéo jusqu'ici, vous n'aurez pas de mal avec le reste. Et si vous avez du mal, posez-moi vos questions, j'hésiterai pas à vous répondre. Une dernière chose que je voulais vous montrer, c'est donc comme promis, on a d'un côté Swagger UI, mais on a aussi Reddoc d'un autre côté. Donc si vous allez sur localhost 8000/reddoc, vous allez tomber sur cette page et vous allez voir aussi votre documentation. C'est exactement la même documentation, mais avec une UI différente. À vous de voir laquelle vous préférez. Vous pouvez activer les deux ou en activer qu'une seule. À vous de voir. Petit récapitulatif, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, d'un côté, on a regardé ce que Swagger est réellement, et d'un autre côté, on a regardé la librairie drf-yasg et on l'a intégré à notre projet Django. On a également regardé en vitesse comment l'appliquer à un viewset et à un modèle viewset. Voilà, on a fait le tour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, lâchez-moi un gros pouce bleu pour me motiver. Quelques petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous à la chaîne. Merci et à très bientôt. Ciao.